J'ai 78 ans cette année et pendant longtemps, je n'ai pas eu le courage d'être moi-même. Je ne me respectais pas, je ne m'aimais pas, je ne me responsabilisais pas, j'étais toujours dans la victimisation et surtout, je n'étais pas fidèle à moi-même. En vous disant cela, je pose déjà les 4 ancrages qui sont le fondement du courage d'être soi. Vous savez, cette notion n'a pas été beaucoup étudiée dans la psychologie et peut-être même dans la littérature. Et le courage d'être soi ne consiste pas à plonger en plein hiver dans un fleuve gelé pour sauver une femme qui se noie. Un de mes fils l'a fait. Ça ne consiste pas à s'élancer dans une maison en flammes pour sauver des enfants qui vont mourir, qui vont périr peut-être dans le feu. Le courage d'être soi obéit à une démarche intime, à une démarche personnelle et qui va relever des ressources de chacun d'entre vous. On me demande souvent, mais c'est quoi l'amour? Alors j'ai vécu quelques tempêtes amoureuses dans ma vie. Vous savez qu'il y a des millions de livres qui ont été écrits sur l'amour. Et la meilleure image que j'ai aujourd'hui, c'est l'image musicale. Je crois que l'amour est d'ordre vibratoire. Quand vous êtes en amour, comme vous dites au Québec, il y a une vibration en vous. Et cette vibration, elle est dirigée vers une seule personne, pas vers une autre. Voilà. Et avec l'espoir, bien sûr, qu'il y ait la même vibration chez l'autre. Ça, c'est plus rare qu'on ne le croit. 15% des couples. Pas vous, hein, les autres. Apprendre à se respecter, ça suppose au moins 2 choses. Ça suppose apprendre à dire non. Et j'étais un homme qui ne savait pas dire non. Donc ça vous donne une idée de tous les faux oui que je pouvais dire. C'est-à-dire, je disais oui parce que je n'osais pas dire non, mais ce n'était pas un oui qui m'engageait réellement. Et surtout, apprendre à se respecter, ça suppose ne plus jamais laisser l'autre parler sur vous. Ne plus jamais laisser l'autre parler sur vous. Tu devrais te couper les cheveux, ma chérie, tu devrais mettre des jupes plutôt que des blue jeans, tu devrais maigrir ou grossir, etc. Et bien sûr, tu devrais avoir envie de faire l'amour quand j'en ai envie, sinon t'es pas normal, t'es frigide, t'es comme ta mère. Elle ne devrait pas me laisser parler sur elle, car je pourrais lui dire la même chose, mais en parlant de moi, et non pas, voyez-vous, en parlant sur l'autre. Pour ceux qui ne sont pas habitués, j'aurais dû d'ailleurs commencer par cela, pour ceux qui ne sont pas habitués à mes conférences, j'utilise un des outils que j'enseigne dans ce que j'appelle la méthode ESPER, qui s'appelle la visualisation. Montrer ce dont je parle. Car si je ne fais comme la plupart des conférenciers, si je me contente de parler, je ne mobilise qu'un de vos sens, l'audition. Si je montre ce dont je parle, je mobilise un autre de vos sens, la vision, et je me donne plus de moyens d'être entendu. Vous acceptez de venir, monsieur? Si vous acceptez. Je vais vous raconter une histoire personnelle. Merci, monsieur. J'avais 9 ans quand je suis tombé malade. Et je suis resté 5 ans dans le plâtre, des chevilles jusqu'au cou, couché. C'était la thérapie de l'époque. J'avais la tuberculose osseuse. Et quand on m'a enlevé mon dernier plâtre, ce médecin, un très brave homme, que moi je vivais comme bienveillant, compétent, et je vais vous dire le message qu'il m'a dit. Ce message, dans son esprit, c'était un message positif. Salomé, vous en sortez bien. Vous allez pouvoir vivre sur une chaise roulante le reste de votre vie. Et quand j'ai entendu ce message, qui était pour cet homme positif, mais que j'ai reçu moi comme un message extrêmement toxique, un message caca. Je dois le dire aujourd'hui sans rougir, j'ai pensé même à me suicider. Je venais de passer 5 ans dans le plâtre et je ne me voyais pas vivant le reste de ma vie sur une chaise roulante. Mais peut-être que j'aurais fait les Jeux paralympiques de Londres, hein. Mais je ne me suis pas laissé définir par cet homme. Et j'ai mis 5 ans. J'ai mis 5 ans à apprendre à marcher. Si je m'étais laissé définir par cet homme, c'est-à-dire si j'avais pris ce message comme étant bon pour moi, je ne serais pas ce soir devant vous, sur mes 2 jambes, même si parfois elles sont un peu vacillantes, parce qu'il y a encore des séquelles.
Ne vous laissez jamais définir par l'autre. Accédez à votre propre définition de vous-même. Et je vous assure, il en faut du courage. Apprendre à se responsabiliser, eh bien, c'est sortir de la victimisation. Je crois que c'est un peu comme ça au Québec, mais moins qu'en France. En France, c'est un pays où on se victimise beaucoup. Et on attend tout de l'autre, de l'État, du gouvernement de droite et de gauche, de sa femme, de son mari, de son voisin, etc. Et même on attend souvent, faites un jour que je guérisse, faites que je rencontre l'amour de ma vie, faites qu'elle ne me quitte pas, etc. On attend le secours de l'autre. Vous savez, il me téléphone tous les 8 jours et il me dit, Salomé, tu ne peux pas leur apprendre qu'une relation a 2 bouts. Ils m'appellent, moi, à ce bout-là pour que je fasse pour eux. Mais eux, là, en bas, ils pourraient faire pour eux. Vous connaissez l'histoire de Samuel? Samuel était un homme très pieux. Pendant 60 ans, il a prié son Seigneur et Dieu en disant, Dieu, fasse qu'un jour, je gagne le gros lot de la loterie nationale. Et pendant 60 ans, il a fait cette prière. Au bout de 60 ans, il a entendu une voix fatiguée, un peu faible, qui lui a dit, Samuel, Samuel, j'aimerais tellement faire quelque chose pour toi. Si seulement, à ton bout de la relation, comme l'enseigne Salomé, tu prenais un jour un billet. Et j'ai l'air de plaisanter. Je ne suis pas toujours responsable de ce qui m'arrive, mais je suis toujours responsable de ce que j'en fais. Dernier ancrage du courage d'être soi, apprendre à rester fidèle à soi-même. Alors je vais montrer comment c'est possible. Et pour cela, je vais utiliser la visualisation. Je vais vous demander votre concours. Bien sûr, dans la vie, je vous proposerai, si vous utilisez la visualisation, ce qui est un outil formidable, c'est d'utiliser des objets. Vous devrez avoir une panière et puis des petits objets pour montrer ce dont vous parlez. Là, pour dynamiser la conférence, je vais vous demander votre aide. Donc, j'ai besoin de 8 personnes. Alors, les 2 personnes dont je vais parler, vous, votre prénom? Cécile. 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 Et vous, c'est? Francine. Francine. Et les autres, vous êtes des symboles. Alors, vous savez ce que je montre là? C'était mon utopie pendant 40 ans, qu'un jour, ce schéma que je vous propose, je vous invite à le noter sur un bout de papier ou un coin de votre main, parce qu'il est fondamental. Nous sommes des êtres de relation. Nous ne pouvons pas vivre sans être nourris, alimentés par une relation, que je symbolise par cette écharpe. Voilà. Là, c'est par exemple, si je suis le père de cet enfant, voici la mère, ça vous montre le nombre de relations que vous aurez à gérer dans votre vie. Moi, je suis le père de 5 enfants, donc j'avais 5 relations, plus la relation avec leur mère, avec mes parents en amont, surtout ma mère, mes frères, mon frère, etc., mes amis, mes collègues de travail. Ça vous donne une idée de la foultitude de relations que vous avez à gérer dans votre vie. Alors voilà, c'est ce que j'appelle une règle d'hygiène relationnelle. Retenez bien ce mot, règle d'hygiène relationnelle. C'est que découvrez que nous sommes toujours 3. Moi, vous, Cécile, Francine, et la relation qu'il y a entre nous. Et vous n'avez pas besoin d'avoir un doctorat en psychologie pour comprendre que, au fond, une relation, c'est un tuyau, un canal sur lequel va passer, eh bien justement, 2 sortes de messages. Des messages positifs. J'appelle un message positif un message qui est bon pour celui qui le reçoit. Simplement cela. Qui fait du bien à celui qui le reçoit. Mais attention, il ne suffit pas que Cécile envoie à Francine un message. Encore faut-il que Francine sache l'accueillir. Et nous sommes souvent des handicapés du recevoir. Quand j'étais marié avec madame, là au siècle dernier, je lui dis un soir, ah, tu as des yeux qui scintillent comme des étoiles, un soir de printemps. Elle m'a dit, ah bon? C'est seulement aujourd'hui que tu t'en aperçois. J'ai vu que ce n'était pas arrivé. Vous comprenez pourquoi je l'ai quitté? Elle ne savait pas recevoir. En fait, c'est l'inverse. C'est moi qui ne savais pas recevoir. Alors Francine sait recevoir. Et ça me paraît fondamental, important. Alors, chaque fois qu'on sait recevoir un message positif,
ça agrandit la vivance de la vie. Retenez bien ce mot. Ça devient énergétigène. Regardez la belle énergie, Francine, que vous avez. Vous augmentez la confiance en vous, l'estime de soi, l'amour de soi. Voilà l'origine de l'amour de soi. Savoir, recevoir des messages positifs. Et beaucoup de gens me disent, oui, mais ma mère ne m'aimait pas, mon père ne m'aimait pas. Mais même si vous n'avez pas reçu de l'amour en amont, vous avez la possibilité d'apprendre quand même à vous aimer en acceptant de recevoir des messages positifs. Et surtout le plaisir d'être. Voilà. Et ça, c'est universel. Ça marcherait dans le sens de Cécile. Si Francine envoie à Cécile un message positif et qu'elle sache le recevoir, ça agrandirait chez elle la vivance, l'énergie, la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi, le plaisir d'être. Malheureusement, et ça va être la deuxième origine de l'amour de soi et aussi du principe de responsabilisation, malheureusement, nous n'envoyons pas que des messages positifs, nous envoyons aussi beaucoup de messages toxiques, des messages caca. Et nous en envoyons plus que nous croyons. Des petits et des gros. Quand je suis arrivé, le douanier a ouvert ma valise. Je suis censé être un spécialiste en communication, mais ce brave ne comprenait pas pourquoi j'introduisais cet objet au Québec. Et chaque fois que nous recevons un message toxique, ça blesse la vivance, ça devient énergétivore, vous perdez la confiance, vous perdez l'amour de soi. Ça va, c'est clair? Et vous n'êtes plus dans le plaisir d'être. Et ça, c'est universel. J'ai travaillé beaucoup au Japon, en Afrique, au Maghreb, au Danemark, enfin dans beaucoup de pays du monde. C'est valable dans toutes les cultures. C'est valable dans toutes les cultures. Alors voici ce que j'enseigne. Et pour faire cela, il faut vraiment du courage. Il faut vraiment du courage. Chaque fois que vous recevez un message toxique, une parole, un geste, un comportement, ça veut dire une parole, un geste, un comportement qui n'est pas bon pour vous. Je vous invite à le remettre chez celui qui vous l'a envoyé. Oui, ça s'appelle, retenez bien ces mots, la restitution symbolique des messages toxiques. Monsieur, alors vous ne le savez pas encore, mais vous êtes le père Salomé, que j'étais exactement il y a 42 ans. L'horreur. Un père normal, un père normal. Et voici une de mes filles. Je suis le père de 5 filles et de 2 garçons. Et je rentre du travail et je la vois comme je ne l'avais jamais vue jusqu'alors. Elle avait ses magnifiques cheveux noirs, elle avait une coiffure de princesse égyptienne, elle avait le mascara de sa mère, le rouge à lèvres. Elle était splendide. Elle allait à sa première surboom. Je ne sais pas si ça existe encore, les surboom. Elle était en état d'effervescence, tout était organisé, le père de sa copine venait la prendre, la ramener, bref. Mais c'était l'époque lointaine des mini-jupes, et elle avait une mini-jupe vraiment très mini. Et moi, comme beaucoup de pères, vous savez que c'est notre spécialité à nous les parents, de voir toujours ce qui ne va pas chez nos enfants. Je vois ça. Je ne vois pas la splendeur de ma fille. Je ne vois pas sa joie, son effervescence pour cette première surboom de sa vie. Et je lui dis, donnez-moi ça, là, ça c'est pas assez gros. Je lui dis, tu n'as pas l'intention de sortir comme ça. Tu ressembles à une putain. Et regardez le paradoxe. Regardez le paradoxe. C'est une enfant pour laquelle je serais capable de me couper une main. Et je la traite de putain. Eh bien, elle n'a pas fait comme vous, car je vous regarde, j'ai signé mes livres là, pour la plupart d'entre vous, et ne croyez pas que c'est un jugement de valeur que je pose. La plupart d'entre vous avez dans votre corps des dizaines de messages toxiques que vous n'avez jamais restitués. Et ça, c'est la première origine aux maladies. Mal à dire, mal à dire. Le fait que nous avons reçu
Des petits, espèce d'idiot, tu comprends rien, mais qu'est-ce que t'es égoïste, tu ne peux pas prêter tes jouets à ta sœur. Ça peut être des petits messages toxiques. Mais quand ils s'accumulent, ce sont des bombes à retardement. Une des premières origines aux somatisations, aux maladies, quel que soit l'élément déclencheur, c'est une trop grande accumulation dans notre histoire, surtout dans l'enfance, de messages toxiques. Eh bien, Nathalie, ma fille, n'a pas fait comme vous avez fait vous. Le soir même, ils m'ont tous raconté l'histoire. Eric, mon fils aîné, avait prêté sa scie à métaux. Ils avaient scié un morceau du manche à balai de leur mère. L'autre avait prêté son pyrograveur, ils avaient gravé le mot putain. L'autre avait prêté ses pastels, ils avaient colorié tout ça. Un paquet cadeau, un mot d'accompagnement. Papa, ce mot de putain, il n'est pas bon pour moi. Il me blesse beaucoup. C'est ton regard à toi. Je laisse chez toi. C'est la plus grande leçon de psychologie que j'ai reçue de ma vie. Et là, je vous le raconte comme une anecdote. Mais elle a 12 ans. Il en faut du courage. Il en faut du courage à un enfant ou à un ex-enfant, car vous pouvez faire ça à tout âge, pour dire, quand il me vient du bon de toi, papa, maman, je le prends. Mais s'il me vient quelque chose qui n'est pas bon pour moi, je le remets chez toi. Alors il y en a certains qui me disent, pourquoi un morceau du manche à balai? Leur mère étant psychanalyste, ça doit avoir du sens. Je me suis toujours souvenu de cela. Et ça fait maintenant 40 ans que je l'enseigne. Et je l'ai pratiqué pour moi-même. Et tant que, merci monsieur, merci madame. Et tant qu'on ne l'a pas fait, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir la libération d'énergie, la vivance qui remonte à la surface. Chaque fois, la confiance qui renaît, l'amour de l'estime de soi qui remonte à la surface, l'amour de soi et le plaisir d'être. Chaque fois que vous faites ce petit geste, mais qui est un grand pas, ce petit geste, comme disait l'autre, pour l'humanité, un grand pas pour l'humanité, que vous remettez à l'autre quelque chose qui n'est pas bon pour lui. Si je suis le professeur de piano de ce petit bouchon de 6 ans, 7 ans, 8 ans, et pendant que je lui apprends des gammes, je glisse la main sous la jupe, je tente de lui toucher les fesses ou le sexe. Le soir même, elle pourrait dessiner une main sur un carton et me dire, monsieur le professeur de piano, je vous rends votre geste. Ce geste n'est pas bon pour moi. Je suis indigné qu'on n'apprenne pas cela à l'école maternelle. Car si on apprenait cela à nos enfants, garçons ou filles, il y aurait moins d'abus sexuels, il y aurait moins d'agressions, il y aurait moins de provocations. Nous avons intérêt, à tout âge, que ce soit pour nous, mais surtout pour nos enfants ou nos descendants, à restituer les messages toxiques. Et je crois qu'il faut beaucoup de courage, qu'il faut, donc vous rejoignez les 4 ancrages, oui, vous commencez à vous aimer. Quand vous restituez les messages toxiques, vous vous responsabilisez, vous commencez vraiment à vous respecter. Et surtout, vous inscrivez tout cela, vous inscrivez plus de vivance dans votre vie, plus d'énergie dans votre existence, plus de confiance en vous, plus d'estime de soi, plus d'amour pour vous-même, plus d'amour pour vous-même. Et ça, c'est important. Et surtout, le plaisir d'exister, le plaisir d'être au monde, d'être là ce soir, d'être là demain matin au petit déjeuner. Quand j'entends dire « j'aime les frites », utiliser ce qui relève de l'amour pour les frites, ah non, j'apprécie les frites. J'ai du plaisir à manger des frites. Je peux aimer ma femme et je peux ne pas l'apprécier. Surtout quand elle refuse de faire l'amour alors que j'en ai envie. Je la déteste. Ne pas mélanger ce qui relève des sentiments et ce qui relève de la relation. Voilà. J'aimerais que tu travailles mieux à l'école. Non, je te demande de travailler mieux à l'école. N'utilisez pas le vocabulaire de l'amour pour remplacer celui de la relation. Ne vous défaussez pas avec des sentiments. Sinon, comme disait ma grand-mère, le sentiment
Je répète, le sentiment, plus fréquemment que vous ne le croyez. Alors sur cette question, je vais poser encore quelques jalons. Je vais poser quelques jalons pour montrer comment il est possible d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à se responsabiliser, d'apprendre à mieux conscientiser ce que nous ressentons et surtout être fidèle à nous-mêmes. Je vais poser des jalons qui sont les suivants. Nous vient souvent de l'autre des messages qui vont réveiller ce que j'appelle nos blessures archaïques. J'ai besoin de 6 personnes pour montrer les 6 grandes blessures archaïques qui vont traverser notre existence et qui vont faire que si nous ne faisons pas quelque chose pour elles, nous aurons du mal à nous aimer et donc ayant du mal à nous aimer, nous aurons du mal à aimer l'autre. Alors oui, il faut du courage pour accepter de reconnaître quelles sont les grandes blessures qui naviguent dans notre existence, qui naviguent dans notre corps. Alors c'est à vous de regarder, nous les avons toutes, en général, mais nous avons certaines qui prennent le dessus parce que se sont répétées souvent tout au long de l'existence. La blessure de la trahison, voilà. Ça c'est une blessure qui s'est inscrite en moi. Moi j'ai une histoire un peu particulière. Ma mère avait 18 ans quand elle m'a conçu avec Pierre, mon géniteur, qui en avait 15. Je suis un enfant de l'amour. C'était un homme normal, il est parti. Donc, j'ai été élevé par ma mère pendant 5 ans. J'étais le roi du monde avant qu'une catastrophe arrive dans mon existence. Elle a rencontré le père de mon frère, avec qui elle a vécu ensuite 65 ans. Et j'ai vécu cela comme une trahison. Je sais bien aujourd'hui que... Alors, vous voulez venir, madame? Non? Voici maman. Oui? Voilà. C'est symbolique. Et j'ai été nourri au sein jusqu'à 4 ans et demi. Oui, ce qui fait qu'encore aujourd'hui, j'ai une fixation. Sous les yeux des femmes, je ne vois que la poitrine. Et bien sûr, 5 ans après, il est venu me déloger et j'ai mal supporté cela. J'ai tenté de le tuer plusieurs fois. Ce qu'on appelle faussement la rivalité fraternelle, mais ça visait surtout à retrouver la partie maman. Parce que quand mon frère est arrivé, c'est la partie mère, je ne sais pas si vous voyez la différence, qui est tombée sur moi. En termes de relation, la partie maman, c'est celle qui donne, qui accueille, qui accepte. Et la partie mère, c'est celle qui demande, qui exige, qui refuse. Voilà. Un enfant pour se construire. Là, je ne parle pas en termes de sentiment. Parce qu'autrement, comme disait ma grand-mère, le sentiment. Je parle en termes de relation. En termes de relation, la partie maman, c'est celle qui gratifie, qui comble. En termes de relation, la partie mère, c'est celle qui exige, qui demande, qui prive parfois, etc. Pour nous construire, nous avons besoin des deux, chacun d'entre nous. Mais donc, vous l'avez compris, pendant 4 ans et demi, avant que ce salaud arrive, là, j'avais maman pour moi tout seul. Voilà. Donc je me suis senti trahi. Et surtout, elle a mal compris cela. J'avais 8 mois avant, donc première trahison, avant que ça c'était la deuxième, l'arrivée de mon frère. La première trahison, c'était, elle est tombée malade et elle a disparu de ma vie pendant 10 jours. Elle m'a confié à sa sœur de lait, ça veut dire qu'il y a eu la même nourrice qu'elle, qui m'a donné les meilleurs soins du monde. Et quand elle est revenue, elle voulait me reprendre dans... J'étais la prunelle de ses yeux, avant que mon frère arrive. Et elle voulait me reprendre dans ses bras, et moi, je le tapais dans le ventre, je la rejetais, elle ne comprenait pas cela, parce que j'avais inscrit cette blessure. Et elle est restée longtemps à moi, pendant plus de 20 ans. Je ne voulais pas me laisser aimer, parce que si tu me disais, ma chérie, je t'aime, ça voulait dire pour moi, non, attention, elle va te trahir, comme elle m'a trahi. Est-ce que c'est clair? Vous voyez, cette blessure s'est inscrite
très précocement à moi. Et j'ai mis longtemps à la guérir ou à m'en séparer. Voilà. Merci, maman. Alors je vous passe le détail sur la rivalité entre mon frère et moi qui a duré des années. J'ai tenté 4 fois de le tuer. Et comme j'ai des enfants fidèles, 3 de mes enfants ont tenté de tuer le 4e, celui qui me ressemblait le plus, 4 fois. Ça m'a appris beaucoup plus tard. C'est ce que j'appelle le modèle de l'autosaboteur. J'ai écrit un livre là-dessus. À qui ferais-je de la peine si j'étais moi-même? C'est sur les autosaboteurs. Les autosaboteurs, c'est un comportement qui va déclencher ce que justement on ne veut pas. Vous entendez, qu'en voulant faire disparaître mon frère, je voulais récupérer la partie maman. Est-ce que c'est clair? Et qu'est-ce qui me tombait sur le dos? La partie mère qui m'a donné une fessée. Ça s'appelle un autosaboteur. Nous en avons beaucoup. Je vous inviterai à les découvrir parce que là, on ne peut pas accuser papa, maman ou les autres. Les autosaboteurs, c'est nous qui les produisons. Et ils nous pourrissent la vie. Quand j'ai écrit ce livre, à qui ferais-je de la peine si j'étais moi-même? Je croyais avoir 3 saboteurs, je les avais bien repérés. Et puis en écrivant, j'ai découvert que j'en avais 2 de plus, qui étaient plus subtils, mais qui me pourrissaient beaucoup la vie. L'existence, je veux dire. Donc, première blessure qui peut s'inscrire, la trahison, le sentiment d'injustice. Mes parents, on était 4, dont ma mère, mon beau-père, le père de mon frère et moi. Et ma mère qui croyait que la justice, c'était les parts égales, alors que moi, je sais aujourd'hui que l'injustice, c'est les parts égales, parce qu'on n'a pas les mêmes besoins. Je la voyais couper le gâteau, en 4 parts rigoureusement égales, croyait-elle. Mais moi, j'avais vu la lame du couteau déviée d'un demi-millimètre, la cerise tomber sur ce morceau-là, et je voulais ce morceau. Ah non, on ne demande pas. Voilà, j'ai vécu toute ma vie l'injustice. L'injustice, c'est les parts égales. Nous n'avons pas les mêmes besoins. Si ce problème vous intéresse, si vous avez un certain nombre d'enfants, je vous inviterai à ne plus jamais couper le gâteau en parts égales, mais en parts inégales. Si vous êtes 6, coupez le gâteau en 13, parce que pour certains, c'est plus important d'avoir 2 morceaux. Mais oui, qu'un gros. Pour d'autres, c'est important d'avoir le morceau du milieu et pas la croûte, parce qu'elle ne veut pas grossir. C'est symbolique, c'est symbolique. Pour d'autres, etc., etc. Donc, l'injustice, c'est les parts égales. Nous n'avons pas les mêmes besoins. Et ça, c'est des blessures qui s'inscrivent très tôt en nous. À tel point que des fois, on ne sait plus recevoir. Ça veut dire que je voyais le morceau qui ne m'était pas donné, et si bien que le morceau qui m'était donné, il n'avait pas bon goût. Je ne savais même pas recevoir la part qui me revenait, puisque je voulais cette part-là, et on me donnait celle-là. Vous comprenez ou pas? Je ne sais pas si c'est clair. Ça, c'est une blessure importante. L'humiliation. L'humiliation. Ça veut dire quand on vous disqualifie, quand on vous dévalorise. Oh toi, t'es égoïste, tu devrais prêter tes jouets à tes sœurs, t'as mauvais caractère, personne t'épousera. Quand nous déposons comme cela des juges, c'est vrai d'ailleurs. C'est symbolique, c'est symbolique. Donc l'humiliation, c'est l'insécurité. L'insécurité, ça c'est une blessure qui s'inscrit très tôt à nous. Est-ce que maman va revenir? Est-ce que papa va revenir ce soir? Voilà, le doute. Est-ce que cette femme, plus tard que j'aime, elle continuera à m'aimer, même avec mon mauvais caractère, même etc. Si je tel ou tel comportement. L'insécurité. Et l'insécurité de base, elle va nous accompagner souvent, tout au long de notre existence, il va faire qu'on va même douter plus tard, même de l'amour, c'est-à-dire c'est jamais assez, parce que j'ai peur qu'elle me quitte, j'ai peur, je ne suis pas très beau, je ne fais qu'un mètre 69 et demi, et il y a des hommes qui sont plus grands, plus beaux que moi, qui ressemblent à Georges Clooney, etc. Donc j'ai le doute qu'elle continuera à m'aimer. Nous avons comme ça, tout au long de notre vie, un certain nombre de doutes, de non-confiance en nous-mêmes, qui renforce cette blessure d'insécurité, le sentiment d'impuissance. Ça, c'est important, le sentiment d'impuissance. Quand nous découvrons, par exemple, dans un couple, ça, je m'adresse aux hommes qui sont dans la salle,
que notre désir, des fois, n'est pas suffisamment puissant pour réveiller le désir de l'autre. Et que nous nous sentons impuissants. Voilà, j'ai envie de faire l'amour et je voudrais qu'elle ait envie de faire l'amour avec moi, puisque nous sommes mariés depuis 15 ans et que je l'épousais que pour ça. Enfin avant, maintenant. Donc nous découvrons que notre désir, voilà, et le désir sur nos enfants. Moi je n'avais jamais fait de piano, de musique, je me sentais comme un infirme du piano par exemple, et je poussais mes enfants, surtout Eric par exemple, à prendre des cours de piano pendant des années. Un jour d'ailleurs, il pratiquait le symbolique, il est revenu vers moi et il m'a restitué, il avait trouvé un petit piano comme ça, un petit jouet. Tiens papa, ça c'est ton désir que je fasse du piano, c'est ton désir à toi, je laisse chez toi. Mon désir à moi c'est de faire de la flûte traversière. Cet enfant a commencé à se respecter à l'âge de 12 ans, en sortant de mon désir pour accepter d'entrer dans le sien. Cette blessure de l'impuissance, elle nous accompagne fréquemment. Est-ce que je n'ai pas de pouvoir? Par exemple, nous n'avons pas de pouvoir sur nos sentiments. Ça, on devrait l'apprendre à nos enfants. Quand on croit qu'amour égale toujours, ça c'est un mythe. Ça c'est un mythe. Nul ne sait à l'avance la durée de vie d'un amour. J'ai aimé cette femme pendant 5 ans. Et puis un jour, si j'étais honnête avec moi-même, je ne pouvais plus appeler amour ce qui m'habitait. J'avais de la gratitude, de l'admiration, beaucoup de gratitude, d'admiration, de bienveillance à son égard, mais je n'avais plus d'amour. J'étais dans ce que j'appelle le désamour. Et je ne souhaite cela à personne, car je pleurais de rage. Je pleurais de rage. J'aurais voulu continuer à l'aimer. Mais je suis impuissant, on ne peut pas se dicter nos sentiments. Je ne peux pas lui dicter de m'aimer. Si elle ne m'aime plus, je ne peux pas me dicter d'aimer quelqu'un si je ne l'aime pas. Nul ne sait à l'avance la durée de vie d'un amour. C'est le titre d'un de mes livres. Mais ça nous apprend. Ça nous apprend ce que j'appelle l'humanitude. Ça veut dire que si vous avez le bonheur d'être en amour, vivez-le au présent, vivez-le au présent, ne passez pas à côté, car vous ne savez pas si dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 15 ans, cet amour sera toujours là. Vivez-le au présent. Donc cette impuissance que nous avons, l'impuissance également sur la durée de vie de nos parents. Si papa meurt, maman meurt. La blessure du rejet, de l'abandon, voilà, elle est importante chez beaucoup d'entre nous. Et elle s'inscrit très tôt, par exemple, à 10 mois. Quand ma mère s'est absentée, là, pendant 10 jours pour aller à l'hôpital, moi j'ai vécu la trahison, mais aussi l'abandon et le rejet. Et j'ai inscrit cela très tôt dans ma vie. C'est pour ça que je n'acceptais pas pendant longtemps, plus de 20 ans, je n'acceptais pas d'être aimé. Puisque pour moi, être aimé, ça voulait dire risquer d'être rejeté ou abandonné. Et je ne voulais plus revivre cette souffrance. Donc je vivais, voyez-vous, ce que j'appelle un autosaboteur. Surtout ne pas être aimé pour ne pas avoir à souffrir d'être un jour abandonné ou rejeté. À vous d'écouter dans votre propre histoire quelles sont les blessures qui sont là présentes. Nous les avons les unes plus ou moins grandes, mais dites-vous bien qu'il y a toujours chez vous une dominante. C'est à vous d'entendre où est cette dominante. Est-ce que c'est la trahison, l'injustice, l'humiliation, l'insécurité, l'impuissance, l'abandon, le rejet? Et ça vous invitera à travailler dessus, à faire ce qu'on appelle un travail personnel pour peut-être diminuer un petit peu cette blessure. Jamais totalement, mais au moins on peut la diminuer une grande partie. Je voudrais proposer notre règle d'hygiène relationnelle. J'ai bien dit tout à l'heure que si nous recevons un message positif, ça veut dire un message qui est bon pour celui qui le reçoit, eh bien recevez-le, accueillez-le, amplifiez-le. Mais si vous recevez un message toxique, geste, comportement, attitude, ne le gardez pas, remettez-le symboliquement avec un objet chez celui qui l'a déposé sur vous.
Ça, c'est une des premières règles d'hygiène relationnelle. Une autre règle d'hygiène relationnelle, c'est de découvrir que je vais vous montrer toutes les relations humaines. J'ai besoin de 4 personnes pour vous montrer qu'est-ce que c'est que communiquer. Alors, je vais vous présenter qu'est-ce que c'est que communiquer. C'est apprendre à demander, c'est apprendre à donner, c'est apprendre à recevoir et c'est apprendre à refuser. Voilà, dans une communication vivante, c'est une communication dans laquelle il y a ces 4 possibles. Et vous avez toute la communication humaine là, vous pouvez tourner ça dans tous les sens. Si vous communiquez, si vous mettez en commun, ben vous êtes soit dans une demande, soit à l'instant, vous êtes dans l'écoute, à moins que vous pensiez à votre déclaration d'impôt ou à vos enfants qui sont restés seuls à la maison, ou à votre amoureux qui est avec une autre, enfin, etc. Donc, donner, recevoir, refuser. Toute la communication humaine est là. La question va être, est-ce que c'est toujours présent en vous? Et je vais parler de moi jusqu'à l'âge de 35 ans. Jusqu'à l'âge de 35 ans. Et c'est un paradoxe parce que j'étais psychomachin chose et j'étais censé apprendre aux autres à mieux communiquer, mais pour ce qui concernait ma vie personnelle, ma vie professionnelle, ma vie sociale, eh bien je ne savais pas, parce que je ne savais pas demander et je ne savais pas refuser. Voilà. Par contre, j'étais dans le donner. Alors là, je donnais. Vous avez essayé d'imaginer une bouteille d'1 litre, c'est l'autre, et moi un tonneau de 200 litres, essayant de remplir la bouteille d'1 litre. Je noyais l'autre de tout ce que je donnais. Avec l'espoir, bien sûr, que si je te donnais beaucoup, ma chérie, tu me redonnerais quand même 2 ou 3 choses. Je ne sais pas si c'est clair. Et au niveau du recevoir, j'étais une poubelle. Une poubelle. J'accueillais n'importe quoi. À 35 ans, j'ai appris à demander. Et j'ai appris à demander en respectant cette règle d'hygiène relationnelle. Si je demande, je dois prendre le risque de la réponse de l'autre. Parce qu'autrement, ce n'est pas une demande. C'est une exigence déguisée. Et quand vous comprenez cela, ça vous donne une liberté incroyable. La liberté de faire toutes les demandes. Parce que je ne suis pas dépendant de la réponse de l'autre. Apprendre à donner, apprendre à recevoir et pas être une poubelle. Et surtout, apprendre à dire non. Et apprendre à dire non, ça c'est très important. Vous voulez venir? Vous voulez venir, Francine, peut-être? Voilà. Ça, avec les enfants, c'est formidable. Voici une de mes filles. Et voici, mettons, sa demande. Voilà. Et je vais prendre... Vous voulez venir, madame? Vous allez symboliser, madame, ma réponse. Alors, ma réponse a 2 sens. Elle peut être positive, par exemple, elle a 12 ans, elle me dit, papa, je voudrais sortir ce soir, c'est l'anniversaire de ma copine, je peux lui dire oui, ou, dans ce cas-là, je lui dis non, parce que demain il y a classe, etc. Donc si vous n'utilisez que les mots, je sais que vous voulez voir, mais si vous n'utilisez... oui, ça vous rappelle vos enfants. Si vous n'utilisez que les mots, je vous montre ce qui se passe. L'enfant s'identifie à sa demande. Et quand vous dites non à sa demande, il croit que c'est à lui que vous dites non. Et il se sent rejeté, il se sent blessé. Il vous identifie à votre refus. Et regardez le paradoxe. Vous êtes à table, vous êtes à 80 cm l'un de l'autre, et vous ne vous voyez pas. Lui ne voit que votre refus. Vous ne voyez que sa demande qui vous irrite, parce que vous le confondez. Est-ce que c'est clair? C'est pour ça que la visualisation, c'est un outil formidable.
Ici, je prends des personnes. Dans la vie, vous n'allez pas représenter. Tiens, le voisin de dessus, tu veux représenter la demande de ma fille, et toi de dessous, mon refus. Non, utilisez des objets. Dans le premier outil pédagogique que vous devrez avoir, si vous avez le bonheur et la difficulté d'élever des enfants, c'est une panière avec plein d'objets. Si un jour vous m'invitez chez vous, ben vous verrez qu'à table, je ne parle qu'avec des objets, etc. Parce que j'ai mis longtemps à découvrir. C'est pour ça que j'étais marié avec une psychanalyste pendant 15 ans. J'ai mis longtemps à découvrir que les mots sont nécessaires et indispensables pour communiquer, mais pas suffisants pour nourrir une relation, qu'il faut quelque chose de plus que les mots, la visualisation. Et quand j'ai demandé la première fois à ma fille, tu as une demande, montre-moi ta demande. Oh, tu vas pas faire le psycho-machin chose avec moi, tu fais ça avec tes stagiaires, etc. Écoute, je ne répondrai pas à ta demande, montre-moi ta demande parce que je ne veux plus te confondre avec ta demande. Alors on est au petit déjeuner, elle a pris une petite cuillère, tiens, voici ma demande, elle la jette vers moi. Ah non, non, tu n'as pas besoin de jeter ta demande vers moi, c'est la tienne, mais elle est là. Et moi j'ai pris une tasse, je l'ai renversée, eh bien voici ma réponse. Non, 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 non. J'ai bien fait de ne pas vous épouser. J'aurais souffert, Non, est-ce que vous entendez, madame, que vous êtes le symbole de ma réponse? Donc là, je suis la personne qui tient la relation. C'est pas vous qui tenez la relation. Vous êtes le symbole de ma réponse, mon refus. Non, je te dis, je t'accorde pas le droit de sortir ce soir. Est-ce que je suis clair ou pas? Enfin, je parle français ou... Je sais bien, ma chérie, que tu préférais que je te réponde oui. Mais quand je te dis non, la tentation, vous avez vu? C'est ça notre pathologie parentale. C'est ça, c'est ce geste-là. C'est qu'on veut s'emparer de la totalité de la relation. Non, mon non, ma chérie, il n'est pas vis-à-vis de toi, il est vis-à-vis de ta demande. Si vous pratiquez cette petite règle d'hygiène relationnelle, vous affrontez plus de 60% des conflits avec les enfants. Parce que qu'est-ce qui se passe? Si vous n'utilisez pas la visualisation, l'enfant s'identifie à sa demande, et quand vous dites non ici, il croit que c'est lui qui est rejeté. Il vous identifie à votre réponse, qui est négative, comme vous le voyez actuellement. C'est pas que c'est une mauvaise réponse, c'est ma réponse, ce soir-là, de meilleure classe, je ne te donne pas l'autorisation. Est-ce que c'est clair ou pas? Voilà. Mais si vous ne faites pas ça, elle vous identifie avec votre réponse et vous devenez un père qui ne comprend rien, etc. Est-ce que ça vous parle, ce que je dis? Comme je vois que ça passe mal, vous voulez venir, monsieur? Non. J'ai besoin de monsieur. Monsieur? Oui? Je vais vous donner un exemple conjugal, comme je vois que ça a du mal à passer. Mais avec vous, j'ai décidé de ne pas me décourager. Vous ne le savez pas encore, vous êtes ma blonde, enfin, au siècle dernier. Et je dis au siècle dernier parce qu'à l'époque, j'avais beaucoup de désirs. Donc vous symbolisez mes désirs. D'accord. Redressez-vous. Oui. C'est symbolique. Elle avait aussi, on va enlever ça pour l'instant, elle avait parfois aussi beaucoup de désirs. C'est clair? Et quand ces deux désirs se rencontraient, c'était la fête des corps. Mais parfois, elle n'avait pas de désir. Et moi qui étais un Cro-Magnon normal, un homme normal, je la confondais avec son non-désir. Et un jour, j'ai osé lui dire, c'est la mère de mes enfants. C'était la femme que j'aimais. Et j'ai osé lui dire, t'es pas normal, t'es frigide, etc. Parce que je la confondais avec son refus. Est-ce que c'est clair? Eh bien aujourd'hui, j'ai appris cela, ne pas confondre la personne et le comportement. Si on pouvait enseigner cela dès l'école maternelle, mais que de souffrance, que de conflits, on éviterait. Parce qu'elle aussi, elle me confondait avec mon désir, qui était à l'époque, vous voyez, assez important. Maintenant, à mon âge, il est moins important. Enfin, il est toujours là, de moitié. Voilà. Bon, c'est symbolique, c'est symbolique. Et donc, je l'ai entendu dire une fois au téléphone, une de ses amies, oui, c'est un obsédé sexuel, il pense qu'à ça, etc. Ça m'a blessé. Ça m'a blessé. Parce que de même que moi, je te confondais
avec ton refus, en te traitant de frigide, toi tu me traitais d'obsédé sexuel parce que tu ne voyais que mon désir. Il n'y a que moi qui ai vécu ça ou ça vous parle? Alors j'ai sculpté un petit pénis, ça, grandeur nature, et je dis voilà, mon désir est là, et moi je suis là. Voilà, je ne veux pas être identifié à mon désir. Est-ce que c'est clair ou pas? De même que je ne veux plus t'identifier, tu as le droit de ne pas avoir le même désir que moi. Voilà. Et c'est à moi de gérer ma frustration. Ça, c'est important comme règle d'hygiène relationnelle. Une relation à deux bouts, chacun est responsable de son bout. Qu'est-ce qui fait qu'on n'apprend pas ça à l'école? Parce que quand j'étais marié avec madame, là, je vais vous montrer la relation que nous avions. Pardon. Voici la relation que je lui proposais à l'époque, voyez-vous. J'étais un homme normal, je contrôlais les deux bouts de la relation. Ce qu'on appelle un petit tyran domestique. Et on ne croyait pas qu'elle était naïve, elle aussi. Alors, et voyez qu'elle a l'habitude devant vous. Alors ça vous donne une idée des joyeuses soirées que nous passions ensemble. Sauf que moi j'avais un petit avantage sur elle, j'avais perfectionné le système. Ce qui fait que sur la fin de notre relation, car celle qui m'a quitté, elle me disait d'une voix de plus en plus faible, « J'ai tout fait pour toi, mon chéri, j'ai tout fait. » J'ai tout fait. Aujourd'hui, je vous assure que, donc ici, pour simplifier, je ne symbolise la relation que par une écharpe. En fait, il y a toujours de relations. Voici la relation qu'elle me propose, par exemple, et voici la relation que je lui propose. Il faut avoir du courage, oui, pour se responsabiliser. Voilà, je suis responsable de mon désir, voilà, je ne suis pas responsable du sien. Si on apprenait, voyez-vous, ces différentes règles d'hygiène relationnelle, je crois qu'on changerait beaucoup de choses. Et je pense surtout que on diminue en France le déficit de la sécurité sociale. On baisse de moitié le déficit de la sécurité sociale. Il y aurait moins de somatisation. Parce que quand il y a le silence des mots, MOTS, se réveille la violence des MOX, MAUX. Merci à vous, madame. Peut-être qu'un jour je vais vous épouser. Dans 50 ans. Et dépêchez-vous, hein, je vais avoir le Parkinson. Merci. Alors, pardon. Alors, je termine là-dessus parce que c'est peu connu cela. Si l'ensemble fait 100, ça veut dire que chacun de ces points fait 25. Et ça, c'est très important de le découvrir. Du moins, ça a été important pour moi quand moi je l'ai découvert. Si vous êtes quelqu'un qui demandait beaucoup, vous êtes cette mère qui accueillait l'enfant autour de l'école, ah ben tu fais bien d'arriver, tiens, tu as vu dans quel état est ton lit, tu feras ton lit, tu rangeras tes pâtes à roulettes. Si vous déposez 25 demandes avant qu'il ait même mis le pied dans le salon, attendez-vous que, si l'ensemble fait 100, chacun de ces points fait 25. Donc si vous commencez par l'agonir avec 20 demandes, il ne répondra qu'à un quart et encore de ces demandes. Il vous mettra en échec sur 15 demandes sur 20. Est-ce que c'est clair? Et ça, c'est très important parce que ça vous obligera à sélectionner vos demandes. À sélectionner vos demandes. Quand vous accueillez votre bonhomme, mesdames, le soir, quand il vient du travail, ah ben, tu fais bien d'arriver, tiens, tu t'occuperas des devoirs, tu surveilleras. C'est pas ça qu'il attend de vous. Il attend déjà de vous prendre dans ses bras. Hein, de glisser sa main sous votre corsage, enfin, etc., de vous serrer dans ses bras. Si vous lui donnez tout de suite une tâche à accomplir, vous vous mettez en échec. Donc, c'est très important de comprendre cela, que si vous faites trop de demandes, l'autre vous mettra en échec. Si vous, les mères qui sont hyper donnantes, vous êtes hyper donnante à 85%, 85% moins 25%, 60% de ce que vous allez donner n'arrivera pas à l'autre, sera saboté. Et vous direz, mais il ne m'écoute pas, j'ai donné ceci, etc. Si vous, autrement dit, ça vous obligera à moins donner, mais à donner peut-être
de façon plus ciblée, de façon à donner à ce que ça soit reçu. Pareil pour le recevoir, moi j'étais une véritable poubelle, je ne me respectais pas. Aujourd'hui j'ai appris à recevoir, et en particulier à recevoir ce qui est bon pour moi, et à remettre chez l'autre ce qui n'est pas bon pour moi. Et surtout à dire non. Et à dire non, ça c'est très important. J'étais marié avec madame là, pendant 10 ans. Elle me demandait de passer un week-end chez sa mère, qui ne m'aimait pas du tout. C'était un week-end mortifère pour moi. Et je n'osais pas dire non à l'époque. Je disais oui. Pendant 7 ans, j'ai eu un lumbago qui se réveillait tous les dimanches soirs de ce fameux week-end. Au bout de 7 ans, j'ai osé dire non. Je ne t'accompagne pas. C'est ton désir à toi, ma chérie, d'aller chez tes parents. Il y avait la piscine, la pelouse, etc. Moi, je n'y vais pas, je t'accueillerai. Parce que quand j'y allais, je faisais la gueule pendant tout le week-end. Et bien sûr, le soir, quand on rentrait, ils habitent à 50 km, quand on rentrait en voiture, je faisais la gueule, etc. Et parce qu'on fait toujours payer à l'autre, ça il faut le savoir. On fait toujours payer à l'autre sa fausse acceptation, les faux oui qu'on lui donne. Est-ce que c'est clair? Donc, apprendre à dire non. Je voudrais vous montrer une dernière chose. J'ai besoin d'un homme. Vous acceptez, monsieur? Oui? Merci beaucoup. Et d'une dame. Vous savez que nous sommes des êtres aux peurs innombrables qui viennent du fin fond de l'humanité quand on vivait dans des cavernes au sud des arbres, qui viennent de l'enfance, qui peuvent venir d'aujourd'hui. J'ai peur que ma femme me quitte, j'ai peur d'être licencié, j'ai peur que mon fils tombe malade, que ma fille se drogue. On est habité par l'horreur. C'est symbolique, c'est symbolique. C'est-à-dire des peurs, j'ai pas dit énormes, mais assez importantes. Et j'ai mis longtemps à découvrir, et je suis indigné qu'on n'apprenne pas cela à l'école, dès l'école maternelle, mais vous pouvez l'apprendre vous, à vos enfants et à ceux qui sont proches de vous, que derrière toute peur, pivotez légèrement, restez dos à dos, voilà, restez dos à dos, voilà. Derrière toute peur, il y a un désir. Vous pouvez tourner cela dans tous les sens. Si j'ai peur que tu me quittes, ma chérie, quel est mon désir? Qu'on reste ensemble. Si j'ai peur que tu n'aies pas le bac, quel est mon désir? Que tu réussisses le bac. Si j'ai peur que tu te drogues, que tu attrapes le sida si tu fais l'amour sans te protéger, quel est mon désir? Que tu puisses avoir des relations sexuelles sans courir le risque de tomber enceinte ou d'avoir le sida. Est-ce que c'est clair? Je ne comprends pas encore aujourd'hui comment ce qui me semble à moi une évidence, que derrière toute peur, il y a un désir. Et que nous sommes des êtres qui déposons ça sur les gens que nous aimons. C'est une de mes filles qui m'a montré cela une fois. Elle avait 11 ans et demi, elle avait mis dans un sac toutes ses affaires scolaires, et puis dans un autre sac, mes haltères, mes gros dictionnaires. Elle me dit, tu vois papa, je pars à l'école tous les matins avec 6 kg 200 d'affaires scolaires, j'ai pesé sur la balance de maman, et puis toutes les peurs que tu déposes sur moi. J'ai une scoliose, papa. Et elle dit, j'ai la pudeur de ne pas ajouter les peurs de maman, qui étant psychanalyste, en a beaucoup. Ce jour-là, je me suis juré à moi-même de ne plus jamais déposer mes peurs sur les autres, et surtout sur les gens que j'aimais. Derrière toute peur, il y a un désir. Proposez, proposez, n'imposez pas, mais proposez plutôt votre désir que vos peurs. Vous connaissez mes goûts, je préfère ça que ça. C'est vous qui êtes au cœur de toutes vos relations, ce qui ne veut pas dire que vous êtes au centre. Vous êtes donc responsable de l'estime, de l'amour et du respect que vous pouvez vous porter. Vous êtes aussi responsable de l'amélioration possible de la qualité de vos relations. Ce qui ne veut pas dire que vous devez prendre sur vous la responsabilité de toute la relation. C'est vous qui disposez de tous les moyens pour votre propre épanouissement et des chemins à prendre pour accéder au meilleur de vous. Ne comptez pas sur les autres pour prendre en charge vos besoins,
en leur donnant la mission de les combler, d'apaiser vos craintes ou de protéger vos peurs. N'attendez pas d'autrui des réponses ou des solutions. Interrogez vos questions, affinez vos perceptions et restez sensible à vos ressentis. Acceptez de vous faire confiance, de faire confiance à vos propres ressources et au miracle de l'imprévisible qui vous habite. Osez vous définir et marquez la différence quand l'autre tente de vous réduire ou de vous enfermer dans sa définition à lui. Expérimentez en créant du réel au-delà des croyances que vous avez reçues ou des certitudes qui vous paraissent familières. Vous ne produisez rien que vous ne puissiez résoudre. Prenez soin de vous journellement. Vous êtes unique et extraordinaire, même si parfois vous avez tendance à l'oublier. Vivez comme si vous étiez le seul garant de votre existence et acceptez de vous relier aux autres chaque fois que cela vous paraît possible et acceptable pour vous. Voyez ceux qui vous entourent comme des êtres uniques et mieux encore, comme des cadeaux qui rendent le présent plus présent. La pire des solitudes n'est pas d'être seul, c'est d'être un compagnon épouvantable pour soi-même ou de s'ennuyer en sa propre compagnie. Alors n'hésitez plus, soyez un bon compagnon pour vous-même. Et moi je crois que la vie vous le rendra au centuple. Merci de votre écoute.